Bonjour, bienvenue pour cette visite avec ce premier tableau qui est une œuvre anonyme du début du XVIIe siècle, probablement d'un auteur français, et qui se nomme Allégorie hermétique. Il s'agit en effet d'un tableau assez mystérieux dont nous ne connaissons pas réellement le sens profond. Il est possible d'ailleurs qu'il y ait plusieurs sens, que ce soit un tableau ouvert à différentes interprétations pour celui qui le regarde. Nous allons essayer déjà de décrypter les différents personnages qui sont représentés sur ce tableau et rassemble justement un grand nombre de héros. Alors nous sommes devant une scène qui se déroule dans un jardin organisé avec des parterres de taupières qui permettent de construire une perspective qui est quelque peu accélérée. Le style se rapproche en fait du style de la fin de la Renaissance, du style maniériste, et il est parfois un petit peu maladroit dans le traitement des personnages. C'est la raison pour laquelle cette œuvre qu'on a pensé pouvoir peut-être attribuer à Claude Deruet finalement reste anonyme. On ne sait pas exactement qui a pu produire ce tableau. Alors, Jardin des Hespérides, parce qu'il se trouve que nous voyons au premier plan un pommier qui occupe une place importante dans le tableau, puisqu'il est situé au centre finalement de ce groupe de héros. Or, le Jardin des Hespérides est le lieu où étaient conservées les pommes d'or qui avaient été offertes par Gaïa à Héra lors de son mariage avec Zeus. Alors, dans ce jardin, nous allons rencontrer plusieurs héros. À côté de ce pommier, nous avons une femme, une héroïne, qui se nomme Atalante. Alors, comment le sait-on? Eh bien, en raison de ce qui apparaît sur son bouclier et également parce qu'elle porte un carquois avec des flèches derrière son épaule qui font partie de ses attributs. En effet, Atalante, c'est une jeune femme très dynamique, très sportive, et qui s'est illustrée dans de nombreux exploits et en particulier à la chasse. Alors, si nous avons un lion sur son bouclier, cela se rapporte à son histoire. Atalante, c'est une jeune femme qui avait fait vœu de chasteté, qui était donc très proche d'Artémis. Et ayant fait vœu de chasteté, elle s'est trouvée quelque peu dans une situation de défi vis-à-vis d'Aphrodite. Elle va du coup se trouver en opposition avec la déesse Aphrodite. Atalante, pour garder sa virginité et refuser le mariage, avait trouvé une épreuve à laquelle elle soumettait tous ses prétendants. Elle leur proposait une course et s'ils gagnaient la course, elle les épousait. S'ils perdaient la course, elle les décapitait. Elle a ainsi tué et éliminé un certain nombre de ses prétendants. Mais Aphrodite, à un moment donné, lassée de l'attitude d'Atalante, a décidé de la piéger. Et l'un de ses prétendants, Hippoménès, s'est vu offert par Aphrodite 3 pommes d'or, des pommes d'or qu'il va lancer sur le chemin de la course au fur et à mesure de son déroulement, ce qui fait que Atalante, sûre de ses qualités athlétiques, va
prendre le temps de ramasser chacune des pommes. Et finalement, en ramassant la dernière pomme d'or, eh bien, elle va perdre la course et elle va épouser Hippoménès. À la suite de ça, ils vont un jour se retrouver dans un temple dédié à Déméter et ils vont se laisser aller dans leurs ébats amoureux, ce qui va particulièrement déplaire à Déméter, qui, outragée de l'attitude qu'ils ont eue à l'intérieur de son temple, va les transformer en lions. Et ces lions, elle va les atteler à son char. C'est la raison pour laquelle Atalante peut être identifiée par ce lion sur son bouclier. Alors autour d'elle, nous avons quatre autres héros qui eux aussi vont être identifiés par la figure qui se trouve sur le bouclier. À gauche, nous avons Persée avec un bouclier qui est décoré de la tête de Méduse. Persée est en effet connu pour avoir tranché la tête de Méduse et l'avoir offerte à Athéna qui va la placer sur son bouclier. Alors Persée fait partie de ces héros téméraires. Il va proposer à un homme qui était amoureux de sa mère, Danaé, de lui rapporter la tête de Méduse, en échange de quoi cet homme laisserait tranquille, entre guillemets, cette chère Danaé qui n'était pas du tout amoureuse de lui. Alors, cela semblait impossible, mais Persée va être aidé par les dieux. Il va recevoir d'une part un bouclier brillant comme un miroir de la part d'Athéna. Il va recevoir des ailes que l'on voit et qu'il va pouvoir attacher à ses talons de la part de Hermès. Et ensuite, il va falloir qu'il trouve où se cachent les Gorgones, donc les trois sœurs, parmi lesquelles seule Méduse est mortelle. Et pour cela, il va d'abord s'adresser aux Grées, qui sont des femmes qui savent tout, parce qu'il a besoin de connaître le chemin pour retrouver les nymphes qui doivent elles aussi l'aider. Alors, par quelques stratagèmes, il va finir par obtenir le renseignement qu'il veut et il va pouvoir arriver jusqu'aux nymphes qui vont lui confier un casque qui le rend invisible, de manière à pouvoir approcher les Gorgones, et d'autre part un sac dans lequel il pourra mettre la tête de Méduse. Avec toute cette aide des dieux, il va réussir à couper donc la tête de Méduse et à offrir ce cadeau à Athéna. À côté de lui, nous avons un autre personnage qui s'appelle Méléagre et dont le bouclier est orné d'un tison ardent. Cela renvoie à une prophétie qui a été annoncée à sa mère au moment de la naissance de Méléagre. On lui a dit que son fils ne vivrait que le temps pendant lequel ce tison mettrait à se consumer. Alors bien sûr, sa mère, entendant cette prédiction, va tout de suite éteindre le tison, le cacher, et le tison va rester oublié pendant très très longtemps. Mais un concours de circonstances va faire que Méléagre va se retrouver pris dans un enchaînement de circonstances qui vont conduire à sa mort. Méléagre, c'est le fils du roi de Calydon. Le roi de Calydon a un jour oublié de sacrifier à Artémis, la déesse de la chasse, déesse toujours très susceptible, et quand elle s'aperçoit qu'il a oublié de lui rendre un culte, elle va envoyer un sanglier monstrueux dans le royaume de Calydon. Méléagre va donc organiser une chasse qui va rassembler de très nombreux héros, dont Atalante d'ailleurs,
qui est la seule femme qui participe à la chasse, et ils vont réussir à tuer ce sanglier. Méléagre, qui est sans doute quelque peu amoureux d'Atalante, pense que finalement la peau du sanglier pourrait lui revenir puisque c'est la seule femme qui fait partie de cette chasse. Mais cela va provoquer la jalousie de tous les autres membres de cette expédition. Ça va provoquer une immense bagarre, et au cours de cette bagarre, les frères de sa mère vont être tués. Et donc, sa mère, à ce moment-là, sous un effet impulsif, va ressortir le tison, va le rallumer, et Méléagre va ainsi mourir. Alors, de l'autre côté, nous avons encore deux personnages avec leur bouclier orné d'animaux. Nous avons d'une part ce personnage qui s'appelle Cadmos, enfin on pense que c'est Cadmos, avec un monstre marin. Cadmos n'a pas proprement parlé affronté un monstre marin, mais un dragon qui gardait une source. Cadmos, c'est quelqu'un qui est peut-être plus connu à travers l'histoire de sa sœur, qui s'appelle Europe. Europe qui a été enlevée par Zeus, qui s'était transformé en un magnifique taureau blanc. Cadmos va partir à la recherche de sa sœur. Il ne la retrouvera pas. Et après un certain temps, il s'adresse à l'oracle de Delphes pour savoir s'il doit continuer à chercher sa sœur ou s'il doit poursuivre sa vie. Et à ce moment-là, Apollon lui prédit qu'il va pouvoir continuer à voyager et qu'il va devenir le fondateur d'une ville, là où une vache sur laquelle il verra apparaître le dessin d'une lune lui apparaîtra, et quand cette vache mourra d'épuisement, ce sera le lieu où il devra construire la ville, et il devient ainsi le fondateur de Thèbes. Alors il retrouve cette vache, il la suit, elle meurt, et pour remercier les dieux, il décide de faire un sacrifice. Et pour cela, il a besoin d'eau pour faire des libations. Et donc, il va à une source sacrée qui, malheureusement, est gardée par un dragon. Et il tue ce dragon. Ce qui va provoquer la colère d'Arès, le dieu de la guerre, puisque ce dragon était en fait le fils d'Arès. Alors, Arès va lui imposer de travailler pour lui pendant 8 ans. Et à la suite de ça, eh bien, il va devenir roi de Thèbes, et il régnera avec beaucoup de vertus et fera prospérer cette ville. Et puis notre dernier héros, c'est Orion. Orion, c'est un géant dans l'histoire, puisque là, cela n'apparaît pas manifestement sur l'image. Donc c'est un géant et un excellent chasseur. Sur son bouclier, on voit un scorpion. Alors, ce chasseur, en fait, va rencontrer Artémis. Artémis qui l'admire pour justement ses qualités de chasseur, et elle va lui proposer de devenir un de ses compagnons. Mais c'est sans compter sur l'intervention du frère jumeau d'Artémis, qui n'est autre qu'Apollon, qui craint que Orion ne tente de séduire sa sœur, la chaste Artémis. Alors, ce chasseur qui s'est déjà chargé d'éradiquer de la terre un grand nombre de monstres, eh bien, il va lui imposer une épreuve en envoyant un énorme scorpion. Cet énorme scorpion va blesser Orion.
et Orion va se jeter dans la mer, puisque certaines légendes disent qu'il serait peut-être le fils de Poséidon, donc voilà, il se jette à la mer sous la protection de son père. Mais malheureusement, il ne pourra pas s'échapper parce qu'Apollon le poursuit, il appelle sa sœur et il raconte à sa sœur Artémis que, en fait, Orion a fait des avances indécentes à des prêtresses de son temple. Artémis est absolument outrée que l'on puisse agir comme ça. Et donc, ce nageur, finalement, elle va le transpercer d'une flèche. Elle ne sait pas à ce moment-là qu'il s'agit d'Orion, puisqu'il ne lui a pas dit. Quand elle découvre qu'il s'agit d'Orion, là, elle est vraiment écroulée et désespérée, puisqu'elle espérait beaucoup justement de leur relation en tant que chasseur. Et elle va demander à Asclépios de le ressusciter. Elle réussit à convaincre Asclépios. Malheureusement, Zeus a décidé que le destin devait aller jusqu'au bout et il va foudroyer Orion. Donc, encore une histoire tragique. Alors, il faut bien voir que ces héros sont certes des êtres d'exception, mais ils se doivent de mourir puisqu'il s'agit de héros. Donc, malgré toutes ces actions fantastiques, ils ont souvent des morts assez violentes. Alors, cette réunion de héros dans le jardin des Hespérides est dominée par un personnage central, qui est une déesse, la déesse Némésis. Némésis, c'est la déesse de la vengeance divine, qui là est assise sur un griffon, une iconographie très très rare, et qui semble dominer l'ensemble de ces héros et rappeler que finalement les humains, les mortels, sont soumis au pouvoir des dieux. Et de chaque côté, il semble qu'il s'agisse de Castor et Pollux, les Dioscures, qui sont ici représentés tels des gardiens du jardin des Hespérides. Alors ce tableau qui met l'accent sur les actions héroïques, sur les vœux de grandeur de tous ces héros qui veulent sortir du commun et qui sont néanmoins soumis à une éventuelle vengeance divine au cas où ils iraient trop loin dans leur goût du pouvoir, est un tableau qui est intéressant puisque on sait que l'œuvre a dû appartenir au cardinal de Richelieu. Ce tableau se trouvait très certainement dans le château du cardinal, et on peut penser que si cette œuvre a été choisie par Richelieu, c'est peut-être parce qu'elle entre quelque part en écho avec sa propre politique au service du pouvoir royal. Richelieu a essayé d'affirmer le pouvoir monarchique, en particulier contre les Huguenots, contre les nobles qui voudraient comploter contre le roi. Et donc, d'une certaine manière, le pouvoir, dans ce cas terrestre, est là pour restreindre les libertés excessives que s'octroieraient des citoyens. Et de la même manière que Némésis est là pour rendre la justice et pour éviter que des mortels empiètent sur ce qui relève des privilèges des dieux.